Alors, après donc, la crise de 2008, tous les États du monde ont dit qu'ils allaient réguler les banques qui avaient été responsables de la crise. On n'entend pas. Bon, là, je ne parle pas, donc c'est normal. Alors, donc, il est vrai que les États bourgeois ont mis en place des structures de contrôle du système bancaire. Mais, bien sûr, rien qui soit jamais contraire aux intérêts des capitalistes et rien qui puisse éviter de prochaines crises. L'encadrement des banques n'est d'ailleurs pas quelque chose d'inédit dans l'histoire du capitalisme. Déjà après la crise de 1929, par exemple, l'État américain avait imposé une séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires pour éviter la contamination des crises d'un secteur à un autre. En France, les banques de dépôt ont été nationalisées 2 fois. En 1945 par De Gaulle, pour que l'État puisse contrôler le crédit et organiser la reconstruction d'une économie qui avait été détruite par la guerre, et ce que les capitalistes étaient bien incapables de faire sans intervention étatique. Et la deuxième fois, ça a été en 1981, quand le gouvernement d'Union de la gauche a nationalisé les principales banques du pays, en même temps que plusieurs groupes industriels. À cette époque, la gauche prétendait pouvoir ainsi utiliser le crédit public pour développer l'industrie. En réalité, elle s'est chargée à la place des patrons de licencier en masse dans les secteurs en déclin, comme la sidérurgie. Et toute sa politique a consisté à utiliser le budget de l'État pour faciliter les restructurations et la réalisation des profits capitalistes. Alors non seulement les actionnaires des banques n'ont rien perdu à ces nationalisations, puisque leurs participations ont été rachetées à bon prix, mais le fait que les banques étaient devenues propriété publique n'a rien changé à leur rôle économique. Leur fonctionnement est resté identique et l'État les a rendues au privé quelques années plus tard, plus rentables, la première privatisation ayant eu lieu dès 1987. Donc ce n'est pas nouveau que l'État intervienne dans le système bancaire. Mais depuis les années 1980, la nécessité de cette intervention s'est encore renforcée. D'un côté, pour faciliter les activités financières, tous les États ont libéralisé le système bancaire. Par exemple, en France, une loi bancaire en 1984, donc sous la gauche, a créé ce qu'on appelle la banque universelle. Pour faciliter la spéculation, elle a fait sauter les derniers verrous qui séparaient les banques de dépôt, celles où nous on dépose notre argent, des banques d'affaires, celles qui s'occupent des entreprises. Donc, d'un côté, il y a eu une libéralisation du système bancaire. Mais de l'autre côté, l'augmentation de la spéculation financière a rendu le système plus instable. Et les banques étant toutes dans une concurrence féroce les unes avec les autres, elles se font la guerre pour la domination des marchés financiers, ce qui aggrave encore les phénomènes spéculatifs. Alors, les dirigeants des grandes banques et les États sont face à une contradiction. Il faut que le capital circule en toute liberté, mais il faut aussi essayer d'éviter les crises qui font s'effondrer tout le système. Cela explique que la régulation bancaire se soit développée depuis une quarantaine d'années, parallèlement à la libéralisation du secteur financier. En 1988, les banques centrales des pays les plus riches du monde ont ainsi créé un comité de régulation, le comité de Bâle en Suisse. Son objectif est de définir des règles communes entre les banques qui sont en concurrence les unes avec les autres et d'essayer de limiter les pratiques spéculatives qui risquent de provoquer des crises financières. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que cela ne fonctionne pas. Nous en sommes actuellement à Bâle III, règlement élaboré après la crise de 2008. Alors les précédents règlements n'avaient rien empêché, mais après 2008, on allait voir ce qu'on allait voir. Bâle allait mettre un coup d'arrêt aux spéculations bancaires. Concrètement, les banques ont simplement dû renforcer ce qu'on appelle leurs fonds propres, c'est-à-dire leurs réserves. Elles ont dû mettre de côté davantage de trésorerie pour tenir le coup en cas de crise. En plus des règlements de Bâle, il y a eu des règlements régionaux et nationaux. Les bilans des banques sont scrutés de près par des gens qu'on appelle des régulateurs. Les banques doivent remettre des rapports détaillés sur toutes leurs activités. Tout ça occupe des heures de débat dans les parlements. Les banques ont des départements entiers consacrés à élaborer les dossiers qu'elles soumettent aux régulateurs. Mais le résultat, c'est qu'elles doivent posséder dans leurs fonds propres, dans leurs réserves en quelque sorte,
moins de 10% des sommes qu'elles placent. Et c'est vraiment un maximum. Donc ça leur laisse une belle marge pour continuer à spéculer. Et de fait, ce léger renforcement du contrôle n'a jamais empêché les banques de participer à la folie spéculative. En 2012, donc après la crise de 2008, un trader de la banque JP Morgan à Londres avait engagé 100 milliards de dollars dans des produits financiers complexes. Ils ont appelé ça la baleine de Londres pour décrire à quel point c'était gros. Et la banque y a perdu plus de 6 milliards. Et ça, c'était après avoir promis, juré que les banques étaient devenues raisonnables, qu'elles avaient tiré les leçons de la crise de 2008. À chaque scandale, les banques prétendent qu'il s'agit de dérives individuelles, de traders rendus fous par la spéculation. En réalité, tant que ça rapporte, elles encouragent ces pratiques. Jérôme Kerviel, un trader de la Société Générale, qui avait placé à lui seul des sommes supérieures aux réserves de toute la banque, il avait gagné un bonus de 300 000 € pour ses performances, en plus de son salaire déjà mirobolant. Alors il allait un peu loin, et ces spéculations ont fini par poser un problème à la Société Générale, donc elle s'en est débarrassée. Mais jusque-là, il ne recevait que des félicitations. Et les banques développent de plus en plus des techniques de spéculation automatisées. Ce sont des ordinateurs qui échangent les produits financiers en un dixième de seconde. Donc on est très loin du trader isolé qui perd le contact avec la réalité. Une autre façon qu'ont les banques pour participer aux activités financières les plus rentables est ce qu'on appelle le shadow banking, banque de l'ombre en français. Alors ça s'appelle comme ça, mais elle n'est pas du tout dans l'ombre. Le principe, c'est que des sociétés financières qui ne sont pas des banques au sens juridique ont une activité de crédit, ce qui normalement est le métier des banques. Quel est l'intérêt? C'est que les sociétés financières sont moins régulées. Alors ça passe par des montages financiers complexes, mais souvent ce sont les banques elles-mêmes, c'est pour ça que ce n'est pas du tout dans l'ombre, ce sont les banques elles-mêmes qui sont à l'origine de ces montages financiers. Elles arrivent ainsi à investir plus de capital que si elles ne faisaient que du crédit traditionnel. Et donc elles arrivent à contourner le taux de fonds propres, le taux de réserve qui leur est imposé. Les subprimes, par exemple, quand ils ont vendu de la dette sur les marchés financiers, c'est en partie du shadow banking. Alors ce n'est pas illégal, ce sont des montages financiers qui permettent de démultiplier les activités spéculatives sans contrevenir à la législation bancaire. Et à la fin, le résultat est le même, l'inflation de produits financiers qui ne repose sur rien et la formation de bulles spéculatives qui finissent toujours par éclater. En fait, toute nouvelle réglementation est suivie de l'invention du moyen de la contourner. Alors depuis 2008, le système bancaire n'a fondamentalement pas changé. Un exemple, il y a quelques mois, montre comment il pourrait s'effondrer aussi brutalement qu'à l'époque. En avril 2021, un fonds d'investissement, Archegos, a fait faillite. À l'échelle de la finance actuelle, c'est un petit fonds familial qui empruntait à des banques pour investir dans des produits financiers. En contrepartie des prêts qu'il obtenait, il devait déposer à la banque des actions des entreprises dans lesquelles il avait investi, en gage en quelque sorte. Alors Archegos a multiplié les crédits jusqu'à investir 50 milliards de dollars, alors qu'il avait un capital de 4 milliards seulement au départ. Sauf que le cours des actions déposées en contrepartie a commencé à baisser. Et du coup, les banques ont vendu précipitamment ces actions et ont subi des pertes importantes, après avoir beaucoup gagné avant, bien sûr. Donc cette fois, et le fonds a fait faillite. Donc cette fois-ci, c'était un petit fonds et seules quelques banques ont été touchées. Mais en fait, il suffirait de quelques Archegos, de quelques fonds de ce type, pour faire s'effondrer le système bancaire mondial. Après cette affaire Archegos, les régulateurs ont déclaré qu'il y avait des trous dans la raquette, comme ils disent, des trous dans la raquette de la réglementation bancaire. Mais il y aura toujours des trous dans la raquette, et d'abord car les réglementations en prévoient, et des gros. La loi bancaire française de 2013, par exemple, prétendait, donc avait pour objectif officiel, de séparer les activités utiles au financement de l'économie de celles jugées spéculatives. Les activités spéculatives devaient être cantonnées dans une filiale spéciale, pour les isoler. Mais qui a été chargé de définir l'utilité d'une opération? Les banques. Donc, de fait, les activités à filialiser ont représenté moins de 1% des activités bancaires. Donc, en réalité, les banques font à peu près ce qu'elles veulent. Leurs dirigeants sont intimement liés à l'État, et les allers-retours entre les ministères et les grandes banques sont extrêmement fréquents, ainsi que les relations d'amitié,
de copinage, voire de corruption. Sous Sarkozy, le PDG de la BNP, Michel Pébreau, était invité à dîner à l'Élysée toutes les 2-3 semaines. Hollande, président socialiste, celui qui, candidat, avait désigné la finance comme son ennemi, a nommé l'ancien banquier Macron au ministère de l'économie. Que le gouvernement soit de droite ou de gauche, les banquiers ont toujours l'oreille du pouvoir quand ils n'y sont pas directement, et cela ne date pas de l'élection de Macron comme président. Alors régulièrement, des enquêtes de journalistes expliquent comment les grandes banques européennes gardent des filiales dans des paradis fiscaux pour contourner la législation fiscale, ou les mécanismes par lesquels elles aident leurs clients à sous-déclarer leurs revenus aux services fiscaux. Panama Papers, Cum-Ex Files, on ne compte plus les soi-disant révélations. Mais c'est un secret de polichinelle. L'État sait parfaitement que les banques organisent l'évasion fiscale, et depuis toujours, il n'y a que les méthodes qui changent. L'État les laisse consciemment se jouer de ses propres services fiscaux. Et les banques peuvent aussi compter sur le secret bancaire pour masquer leur activité aux yeux de la population. Le secret bancaire interdit de diffuser au public l'existence même d'un compte et sa nature, l'identité des titulaires de ce compte, son solde, la location d'un compartiment de coffre-fort, les opérations financières, la composition des organes dirigeants des entreprises clientes. Bref, silence dans les rangs. Les salariés qui contreviendraient à ce secret bancaire risquent une lourde amende, voire de la prison. Et les journalistes qui essaient de faire la lumière sur certaines pratiques sont poursuivis en justice, menacés. En 2009, l'un d'entre eux, Denis Robert, révélait un des nombreux systèmes par lesquels les banques européennes exfiltraient des capitaux vers les paradis fiscaux. Bien, il a dû faire face à plus de 60 procès, et ses livres ont été interdits de publication pendant 10 ans, sous peine de poursuite. Et tout cela au nom du secret bancaire. Et puis, de toute façon, même quand les banques doivent respecter quelques règles et rendre quelques comptes à l'État, ces toutes petites contraintes ne pèsent rien par rapport à ce que rapporte l'activité financière aujourd'hui. Le capital cherchera toujours une rentabilité maximale, c'est sa raison d'être, et l'inventivité des banques en matière de produits financiers est inépuisable. Et les États ne sont pas là pour les en empêcher. D'un côté, ils disent vouloir réguler, et de l'autre, ils donnent des signaux qui reviennent à dire aux banques de continuer leurs affaires tranquillement. En effet, les grandes banques sont considérées par les milieux bancaires et étatiques comme « too big to fail », disent-ils en anglais, trop grosses pour tomber. Leur faillite aurait un tel effet catastrophique sur l'économie que l'État vient toujours à leur rescousse. Or, comme la concentration bancaire ne fait que s'accentuer, il y a de plus en plus de « too big to fail ». Ces banques, qu'on appelle aussi systémiques, sont listées tous les ans par les autorités de régulation. Et en France, les 6 plus grandes banques françaises en font partie, sont des banques dites systémiques. La seule obligation qu'elles ont, c'est qu'elles doivent avoir un coussin supplémentaire en fonds propres, c'est leur terme. Donc il y a un taux de coussin qui dépend des banques. Le taux le plus élevé, c'est celui de la BNP pour la France, c'est 1,5%, donc bien trop mince pour amortir une chute brutale. Donc le message est clair, les banques peuvent toujours prendre des risques. Du fait de leur position dominante, les pouvoirs publics viendront à leur rescousse. Alors certains dirigeants du capitalisme sont conscients de la maladie de leur système, des risques créés par cette inflation des activités financières. Un ancien banquier, Jean-Michel Nolot, qui est actuellement membre de l'autorité des marchés financiers, qui est censé faire appliquer cette réglementation bancaire, il compare la finance mondiale à une énorme centrale nucléaire bâtie en dehors de toute norme de sécurité. Alors les dirigeants du système voudraient bien éviter les prochaines crises, mais en réalité, ils en sont incapables. Et pire, tout ce qu'ils font ne fait qu'aggraver la maladie, en particulier à travers la politique des banques centrales. L'existence de banques spéciales, dites banques centrales, est historiquement liée à la nécessité de contrôler l'émission de monnaie. Leur mission est d'éviter que les banques commerciales ne créent trop de monnaie. En effet, chaque banque qui accorde plus de crédit qu'elle n'a de réserve crée de la monnaie. Si chacune fait ça dans son coin, cela crée des déséquilibres, une surproduction monétaire qui risque de provoquer des crises. L'existence des banques centrales est censée répondre à un autre problème qui se pose aux capitalistes. L'industrie capitaliste s'est développée à l'échelle mondiale, mais la bourgeoisie a toujours eu une base nationale.
Chaque pays a donc sa monnaie. Mais il faut que ces monnaies permettent des échanges de marchandises sur un marché international. Il faut qu'on sache, par exemple, combien de livres sterling britanniques permettent d'acheter des produits qui sont vendus au dollar américain. Dans ces échanges internationaux, la valeur des différentes monnaies détermine le prix auquel les capitalistes de différents pays s'échangent des marchandises. Il est donc vital, pour les capitalistes qui font des échanges internationaux, d'avoir une monnaie reconnue par leurs clients et fournisseurs dans le monde. La quantité de monnaie en circulation est donc un élément important pour le bon fonctionnement du système capitaliste dans son ensemble. Et c'est pourquoi les États sont intervenus pour essayer de la réguler à travers les banques centrales, avec des méthodes différentes selon les époques. Ainsi, aux États-Unis, la Banque centrale, qu'on appelle la Fed pour Réserve fédérale, donc la Fed a été fondée en 1913, quelques années après une crise qui avait conduit à la faillite de plusieurs centaines de banques et qui était liée à l'émission anarchique de monnaie. La Fed est dirigée à la fois par des administrateurs nommés par l'État et par des représentants des plus grandes banques. Elle reverse ses profits au gouvernement fédéral après la ponction d'un dividende de 6% quand même par les banques qui en sont membres. Alors la Fed est censée être indépendante du pouvoir politique. En fait, son fonctionnement lui permet à la fois de garder une certaine liberté de manœuvre par rapport aux enjeux électoraux des politiciens et à la fois d'associer directement les banquiers au pouvoir. On a bien vu ce jeu d'acteurs pendant la présidence de Trump. Celui-ci a pu se permettre de tempêter sur Twitter contre la Fed, prétendant qu'elle refusait de lui obéir au doigt et à l'œil et qu'elle était responsable de la faible croissance de l'économie américaine. Dans un tweet, il a par exemple écrit « Le seul problème de notre économie, c'est la Fed ». Dans un autre, il demande si le pire ennemi de l'Amérique est le président de la Fed ou le président chinois. Alors tout ça, c'est évidemment du cinéma. La Fed a maintenu sa politique favorable aux grands capitalistes américains, tandis que Trump pouvait étaler sa démagogie sans danger pour les banquiers. En réalité, tout ce beau monde travaille pour les mêmes intérêts. Le président de la Fed, sous Trump et encore aujourd'hui, Jérôme Powell, est un ancien banquier d'affaires qui a fait un passage dans l'administration de Bush au début des années 1990 avant de repartir dans le privé. Et c'est Trump lui-même qui l'avait nommé. Son ministre des Finances était un ancien cadre de Goldman Sachs, dont les dirigeants font partie des dirigeants de la Fed. Entre les dirigeants de l'État et ceux des grandes banques membres de la Fed, il y a plus que des recoupements. C'est le même milieu de gestionnaires du capitalisme. Et bien sûr, ce n'est pas vrai qu'aux États-Unis. En Europe, il y a une banque centrale beaucoup plus récente que les autres, la Banque centrale européenne, la BCE, créée pour gérer l'euro, la monnaie commune. Sa particularité est qu'elle n'est pas liée à un État, mais à un groupe d'États. La BCE est la propriété des banques nationales européennes, qui sont ses actionnaires. La Banque de France en possède 20%. Ces dirigeants sont nommés par les dirigeants des États européens, mais en réalité par un accord entre les dirigeants français et allemands, qui sont les deux poids lourds de la zone euro. Et comme aux États-Unis, ce sont des proches des grands banquiers. Mario Draghi, qui a été président de la BCE de 2011 à 2019, avait auparavant été vice-président de la banque américaine Goldman Sachs. Alors la BCE gère une monnaie utilisée dans 19 pays. Mais loin des discours sur la solidarité européenne, sa politique est avant tout guidée par les intérêts des capitalistes des plus grandes puissances de l'UE. Ainsi, en 2015, au moment de la crise de la dette grecque, la BCE a menacé de suspendre ses prêts aux banques grecques, ce qui les aurait condamnées à la fermeture, pour imposer à l'État grec de payer les intérêts des banques allemandes et françaises. Certains courants politiques en France expliquent que la France ne maîtrise plus son économie, car les décisions sont prises à Francfort par la BCE. Mélenchon, par exemple, n'hésite pas à dénoncer le diktat allemand sur la BCE. Il a écrit, par exemple, je le cite, « La doctrine politique que l'Allemagne veut imposer partout prétend séparer totalement l'économie de la décision des citoyens et faire de la monnaie une vache sacrée autorisée à brouter ce qui lui plaît. » Ajoutant, « C'est la négation de l'identité républicaine de la France qui suppose le pouvoir sur toute chose du citoyen. » Alors, dans le même genre nationaliste, des courants souverainistes
appelle à en revenir à la Banque de France, voire au franc. D'abord, c'est mentir que de dire que l'État français est dépossédé de son pouvoir. La France est une des principales puissances européennes et c'est elle, avec l'Allemagne, qui impose ses intérêts aux pays européens moins puissants, et non l'inverse. Ensuite, la Banque de France existe toujours. Son gouverneur actuel, François Villeroy de Galhau, est un énarque, inspecteur des finances, comme la plupart des dirigeants des banques françaises, ancien directeur du cabinet de Strauss-Kahn sous le gouvernement Jospin et ancien cadre directeur de la BNP. Il a fait une carrière classique de haut fonctionnaire banquier, comme tous les gouverneurs de la Banque de France, avant comme après l'euro. On ne voit vraiment pas en quoi un tel représentant de la bourgeoisie serait plus soucieux des intérêts des classes populaires, car son bureau est à Paris plutôt qu'à Francfort. Le fond, c'est qu'aucune banque centrale, ni française ni européenne, n'a jamais été créée, n'a jamais été sous le contrôle de la population. La Banque de France a toujours été au service des capitalistes français. Elle a été créée par Napoléon en 1800, au lendemain de la prise du pouvoir politique par la bourgeoisie. C'était une banque privée, mais qui avait une fonction particulière. Elle devait réguler ce qu'on appelle les taux d'escompte, qui sont une forme de taux d'intérêt. Et en 1848, après une crise économique, l'État lui a accordé le monopole de l'émission des billets de banque, mais ça restait toujours une banque privée. En 1936, le gouvernement de Front populaire a prétendu la réformer pour mettre fin au pouvoir des gros capitalistes de ce qu'on appelait les 200 familles. Cette expression, dans les années 30, désignait les 200 plus gros actionnaires de la Banque de France, puisque c'était une banque privée. En réalité, le gouvernement de Front populaire a simplement remplacé ces 15 dirigeants, qui étaient les représentants des plus grands actionnaires de la banque, par des personnalités nommées par le gouvernement, nommées par lui-même. Et c'est ainsi que Léon Jouot, secrétaire général de la CGT, est entré dans le conseil de gestion de la Banque de France. Alors sa présence n'a pas changé la nature de cette banque, c'est plutôt la nature des interventions de la CGT que ça a changé. La CGT a milité contre l'extension de la grève de juin 1936 aux banques, en expliquant, donc je cite un de ses dirigeants de l'époque, « La grève, qui est un moyen d'action syndicale dans toutes les autres corporations, est un moyen d'action anti-syndical dans la banque, parce que ça risquait de déstabiliser le gouvernement. » Et la CGT jouait ainsi le rôle de gardien de l'ordre capitaliste que les grèves de mai-juin menaçaient, et elle y gagnait en échange un strapontin au conseil de gestion de la Banque de France. L'objectif de la réforme de 1936 n'était pas de contrôler les banquiers, mais de se donner des moyens pour contrôler les crédits et de maintenir le cours du franc à un niveau favorable aux capitalistes français. En fait, c'est De Gaulle, pas vraiment connu pour être un ennemi du capitalisme, qui a nationalisé la Banque de France en 1945, car il avait besoin d'outils économiques et financiers pour relancer la production après les destructions de la Deuxième Guerre mondiale. Entre 1945 et la création de l'euro en 1999, la Banque de France a mené la politique monétaire et budgétaire qui arrangeait les capitalistes et qui a varié selon les périodes. Contrôle du crédit sous De Gaulle, libéralisation dans les années 70 et 80. Et la population n'a évidemment jamais eu aucun droit de regard, ni sur ses comptes, ni sur sa politique. Alors faire croire qu'une banque centrale française serait plus soucieuse des travailleurs français qu'une banque centrale européenne, c'est un mensonge qui vise à faire croire qu'il y aurait des intérêts communs entre les banquiers français et les travailleurs français. Et ce genre d'idée se termine toujours par des sacrifices pour les travailleurs sous prétexte de solidarité nationale, et en réalité pour le profit de ceux qui dirigent l'économie, à l'échelle française comme à l'échelle européenne et mondiale, les capitalistes et parmi eux les plus grands. Et c'est à leur service que sont toutes les banques centrales. Leur méthode traditionnelle pour intervenir dans l'économie, c'est de fixer des taux d'intérêt. Ces taux, qu'on appelle directeurs, se répercutent sur tous les autres crédits. La théorie, c'est que des taux bas encouragent les investissements, puisqu'on peut emprunter à bas coût, et que des taux élevés limitent les crédits, donc limitent la création de monnaie. Les banques centrales sont aussi ce qu'on appelle des prêteurs en dernier ressort. Elles ouvrent un compte aux banques commerciales et elles leur prêtent de l'argent. Ces dernières années, les banques centrales interviennent encore plus directement dans l'économie en rachetant de la dette des États et des banques commerciales, et même, depuis la crise du Covid, en rachetant de la dette des entreprises.
Le prétexte, c'est qu'il faudrait soulager les investisseurs de leurs dettes pour qu'ils consacrent leur argent à investir dans l'économie et que cela relance la croissance. Tout cela est censé stabiliser le système financier, orienter les investissements, voilà. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, les banques centrales offrent ainsi un filet de sécurité aux grandes banques et aux grandes entreprises qui peuvent se débarrasser d'une partie de leurs dettes et disposent de financements quasiment illimités. Mais les banques centrales ne maîtrisent pas l'évolution générale de l'économie. Et au contraire même, leur politique aggrave le problème qu'elles prétendent résoudre. Après la crise de 2008, les banques centrales ont sauvé le système bancaire en déversant des milliers de milliards de dollars dans ces caisses. Elles ont donc créé massivement de la monnaie. Concrètement, ce sont d'immenses masses de capitaux, de plus en plus déconnectés de la production réelle, qui se déplacent d'un secteur à un autre pour trouver une rentabilité immédiate. Actuellement, les taux directeurs sont au plus bas. Pour certains prêts de la BCE aux banques commerciales, les taux sont même négatifs. Les banques qui empruntent sous certaines conditions à la BCE ne paient pas d'intérêt, elles en reçoivent. Mais qu'est-ce qu'elles font de cette masse monétaire, de ces capitaux ? Eh bien, elles font ce qui rapporte, des placements financiers. Des milliards de gens manquent de tout, de nourriture, de logement, d'écoles, mais ça, ce ne sont pas des investissements rentables. Alors la politique monétaire aggrave la maladie de l'économie capitaliste financiarisée, d'une économie incapable de répondre aux besoins de l'humanité et qui se dirige vers de nouvelles crises financières. Les appels des dirigeants des banques centrales à l'investissement dans l'économie réelle, à la prudence, à la responsabilité, sont non seulement vains, mais ils sont hypocrites. D'où viendra la prochaine bulle spéculative ? Personne ne le sait, mais tout le monde sait qu'il y en aura une. Le problème est donc bien plus profond que celui de l'activité des banques. Il est lié à la faible rentabilité des investissements productifs par rapport à celle des activités financières. C'est tout le capitalisme qui est financiarisé. Les banques sont au cœur de cette financiarisation, car c'est justement leur rôle de faire circuler le capital. Mais si on isole les comportements des banques du fonctionnement général du capitalisme, on ne peut pas comprendre le problème ni le combattre. Pointer les dérives des seules banques a même souvent été un moyen de détourner l'attention des travailleurs du vrai problème. Régulièrement, dans l'histoire du capitalisme, les banquiers ont été montrés du doigt comme étant les pires des capitalistes. Le mensonge le plus grossier et le plus dangereux a été la dénonciation des banquiers juifs après la crise de 1929 en Allemagne, mais aussi en France. Ce préjugé, qui associe banquiers et juifs, est ancien et il persiste aujourd'hui. Ce n'est évidemment qu'un préjugé. Depuis les débuts du développement du commerce en Europe, à côté de banquiers juifs, il y a des grands banquiers catholiques comme les Médicis, protestants comme JP Morgan ou Rockefeller aux États-Unis. Dans la grande banque française du XIXe siècle, il y a Rothschild, mais aussi Henri Germain, le fondateur du Crédit Lyonnais, un catholique, ou encore Eugène Schneider, un protestant, le premier président de la Société Générale. Mais dans les années 1930, dénoncer la banque juive et les Rothschild, plutôt que les capitalistes, a été un moyen de détourner la révolte sociale créée par la crise de 1929 sur un terrain ne menaçant pas la bourgeoisie. Et au pouvoir, les nazis ont bien sûr été à plat ventre devant les actionnaires des banques, comme tous les États bourgeois. Ce type de raisonnement ressurgit régulièrement dans les périodes de crise du capitalisme. Quand ce ne sont pas les Juifs, ce sont les Américains ou les Chinois ou Francfort. Mais la dictature de la finance, la dictature des banques, leur irresponsabilité, ce n'est pas le fait de quelques banquiers cyniques. Ce n'est ni une anomalie, ni une excroissance regrettable du capitalisme. C'est son fonctionnement inévitable aujourd'hui. Alors oui, les dirigeants des banques sont sans scrupules, spéculateurs. Ils jouent avec la richesse produite par les travailleurs du monde entier, comme au casino. Peu leur importe de faire grimper les prix de l'alimentation, de laisser sans ressources des pays entiers, de préparer une nouvelle crise qui plongera encore plus la planète dans la misère et la violence. Mais on ne les empêchera pas de nuire si on ne s'en prend pas à ce qui est le fondement de leur pouvoir, la propriété des capitaux. Alors pour contrôler les banques, il n'y a qu'une possibilité, rompre avec la dictature du profit, c'est-à-dire mettre fin à la dictature de la classe capitaliste. Et cela, il n'y a que les travailleurs qui puissent le faire, mais ça implique qu'ils prennent le contrôle non seulement des banques, mais de toute l'économie. À toutes les étapes de l'activité bancaire, des travailleurs interviennent.
Le développement des banques les a transformées en établissements gigantesques. Rien qu'en France, plus de 350 000 salariés font tourner les banques, secrétaires, guichetiers, comptables, informaticiens. Ce sont eux qui ouvrent et ferment les comptes, préparent les dossiers de crédit, vérifient les bilans. À eux tous, ils ont une connaissance formidable de l'économie. Aujourd'hui, comme les banques sont en concurrence les unes avec les autres, cette connaissance est partielle. Et bien sûr, toute cette machinerie bancaire est au service du profit. Mais si les travailleurs mettent en commun tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils font, ils ont en réalité déjà des moyens de recensement, de gestion et d'organisation de la production extrêmement sophistiqués et efficaces. Parce qu'elles les financent, les banques savent ce que les entreprises de toute taille produisent et comment. Pour le moindre crédit, une entreprise doit expliquer ce qu'elle va en faire, sa stratégie. En d'autres termes, la banque connaît les capacités de production, les liens commerciaux et financiers entre les entreprises, leurs contraintes techniques, leurs délais de production. C'est vrai pour les entreprises et aussi pour la population. À travers leurs moyens de paiement dématérialisés, comme les cartes bancaires, les banques savent qui achète quoi, où et quand. Elles savent acheminer les pièces et les billets nécessaires aux échanges quotidiens, du moins dans les pays riches, car là où il n'y a pas de marché solvable, les banques n'ont pas développé de réseau bancaire. Un documentaire d'Arte qui s'appelle « Itinéraire d'un salaire » montre la complexité du versement des salaires dans les régions isolées de la République du Congo aujourd'hui. Les employés de banque partent en 4x4, accompagnés d'hommes armés, avec des valises de billets, et les employés de l'État, pour toucher leur salaire, doivent parfois faire plusieurs jours de route chaque mois. On leur donne des grosses coupures, difficiles à utiliser pour les petits achats, parce que l'État n'émet pas de petites coupures en quantité suffisante. Dans les pays riches, les banques savent depuis bien longtemps résoudre ce casse-tête de la distribution des moyens de paiement. Mais pour mettre ces techniques à la disposition de tous, il faut en enlever la propriété aux banquiers. Toute cette connaissance, toute cette capacité d'organisation, tout ce réseau créé par les banques pourrait être la base d'une organisation consciente de la production, mais pas tant qu'elles sont aux mains des capitalistes. C'est entre les mains des travailleurs que toutes ces technologies pourraient permettre de recenser les besoins, les stocks de tel ou tel produit, d'ajuster la production et les livraisons, d'orienter les ressources vers les secteurs utiles et qui en ont besoin. Dans les années 1860 déjà, Marx écrivait « Les banques créent à l'échelle sociale la forme, mais seulement la forme, d'une comptabilité et d'une répartition générale des moyens de production. » Eh bien, pour que ce ne soit pas seulement une forme, mais une réelle organisation de la production, la condition, c'est que les travailleurs aient le pouvoir. La seule façon de pouvoir utiliser les banques et les techniques qu'elles ont développées dans l'intérêt de tous, c'est d'exproprier les capitalistes qui les possèdent. Et cela permettrait en premier lieu de mettre fin à la concurrence entre les banques, de les unifier en un organisme unique qui fournirait l'ossature de la planification nécessaire pour répondre aux besoins de tous. Et cela, encore une fois, ça implique d'exproprier l'ensemble de la classe capitaliste. C'est ce qu'ont fait les travailleurs en Russie en octobre 1917. Mais dans ce pays, les structures capitalistes étaient très retardataires. L'économie russe reposait encore très largement sur la petite production individuelle, notamment dans l'agriculture. L'industrie, les chemins de fer, l'électricité, tout ça était presque inexistant dans de nombreuses villes du pays. Et le système bancaire était lui aussi très peu développé en dehors des grandes villes. Les dirigeants du parti bolchevique, Lénine et Trotsky en particulier, savaient que la prise du pouvoir par les travailleurs en Russie ne pouvait pas permettre de rattraper ce retard dans les seules frontières du pays. Comme Marx, quelques dizaines d'années avant eux, ils étaient conscients qu'une société communiste est devenue possible parce que le capitalisme a développé les forces productives de l'humanité à un niveau très élevé. Le communisme, ce n'est pas une répartition de la misère, mais une organisation sociale fondée sur l'abondance qui permet de répondre aux besoins de tous. L'économie russe en était très loin. Comme l'écrivait Lénine, la Russie après la Révolution ne souffrait pas de trop de capitalisme, mais de trop peu de forces productives, un prolétariat industriel trop minoritaire. Mais la Révolution russe devait être la première étape d'une révolution mondiale. Dès le lendemain de la prise du pouvoir, en octobre, les bolcheviks se sont adressés au prolétariat des autres pays qui étaient plongés dans l'horreur de la guerre, et ils ont toujours conçu leur combat comme un combat entre la bourgeoisie et le prolétariat à l'échelle mondiale. Et il y a bien eu une vague révolutionnaire qui a ébranlé le monde, en Europe, mais aussi ailleurs, comme en Chine.
La bourgeoisie a réussi à écraser ces révoltes. L'URSS, l'Union soviétique, s'est retrouvée isolée. Et à l'échelle mondiale, dans les années 1920, le capitalisme s'est consolidé. Dans ce contexte de recul du mouvement ouvrier, les dirigeants bolcheviques savaient que l'enjeu était de tenir. Il fallait relancer la production, avoir une politique qui permette de sortir de la misère immédiate dans laquelle était plongée la population paysanne et ouvrière. Dans un pays où dominait la petite production, cela ne pouvait que conduire à la renaissance d'une petite bourgeoisie qui rêvait de devenir grande et qui risquait de faire pression sur l'État ouvrier. Il fallait donc aussi concentrer les ressources entre les mains de l'État pour industrialiser et moderniser le pays, renforcer la classe ouvrière dans les villes comme dans les campagnes, et pour cela, utiliser une banque d'État qu'ils ont créée en 1921. Mais dans cette lutte pour que les travailleurs gardent le pouvoir dans l'attente de l'extension de la Révolution, les révolutionnaires ont toujours dit la vérité. Cette politique ne pouvait pas transformer une économie sous-développée en économie socialiste. Alors la bourgeoisie n'a pas repris le pouvoir en Union soviétique et l'État ouvrier a survécu. Mais la pression du sous-développement et de l'isolement s'est manifestée d'une autre façon. La démoralisation, après des années de combat, les pressions de la petite bourgeoisie renaissante ont permis à une clique de bureaucrates regroupés autour de Staline de confisquer progressivement le pouvoir aux travailleurs et de faire la guerre à ceux qui restaient révolutionnaires, comme Trotsky. Et pour justifier leur mainmise sur l'État ouvrier dans les années 1920, et pour justifier la dictature qu'ils ont instaurée sur la classe ouvrière, ces bureaucrates ont inventé la théorie absurde du socialisme dans un seul pays. Absurde car, encore une fois, une société communiste n'est possible que sur la base d'un système productif permettant de répondre aux besoins de tous. Et le capitalisme l'a créé à l'échelle mondiale. Alors, un siècle plus tard, nous avons des moyens autrement plus puissants de réorganisation de l'économie. L'évolution du capitalisme a créé un système bancaire mondial encore plus concentré et les bases d'un système général de comptabilité et de répartition des richesses sont bien plus solides dans les pays impérialistes, mais aussi à l'échelle du monde. Si et seulement si les travailleurs en prennent le contrôle, s'ils prennent le pouvoir, s'ils prennent la propriété de toute cette économie qu'ils font déjà tourner, mais en étant soumis à la dictature du profit, ce système bancaire pourrait être un formidable outil de réorganisation de la production dans l'intérêt collectif, de planification. Et pas seulement le système bancaire. Les multinationales, elles aussi, savent recenser, répartir, distribuer leurs marchandises en utilisant les ressources et les capacités de centaines de milliers de travailleurs dans le monde, dans l'agroalimentaire, l'énergie, l'industrie pharmaceutique. Une entreprise comme Amazon est capable d'organiser la distribution de produits les plus divers d'un bout à l'autre de la planète. Et ces multinationales sont d'ailleurs capables de fonctionner sans argent dans leur fonctionnement interne, avec d'autres moyens de comptabilité. En socialisant les moyens de production, le capitalisme a aussi jeté les bases d'une société où il ne sera en fait plus nécessaire de recourir à l'argent pour les moindres échanges. En prenant le pouvoir, en expropriant ces entreprises pour en faire une propriété collective, la classe ouvrière pourra pousser cette socialisation de la production au bout de ses possibilités, pour aboutir à une société d'abondance où chacun pourra travailler selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Dans une telle société, l'argent n'aura plus de place, et par conséquent, les banques non plus. On pourra alors, pour reprendre une phrase de Lénine, utiliser l'or pour construire des lavabos publics plutôt que de l'entasser dans des coffres-forts et envoyer les banques au musée des Antiquités.